Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission CSV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Boukris, qui est qui est le fondateur de l'entreprise Excelsior. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Je vais très bien, merci, merci. Juste peut-être avant de commencer l'émission, est-ce que tu peux nous faire pour ceux qui te connaissent pas, une petite brève présentation de qui tu es, de ton parcours et qu'est-ce qui t'a poussé à fonder l'entreprise Excelsior. Super. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Au plaisir. C'est toujours sympa ce genre d'échange. Donc, je suis Stéphane Boukris, j'ai 39 ans. Je suis marié et père de 2 enfants et je suis entrepreneur depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai monté pas mal de boîtes dans la tech et dans le divertissement. Euh, Pas mal de startups et aussi des ESN. Les dernières aventures en date, c'était Ametix que j'ai fondé avec deux associés dans les années 2010, que j'ai vendu en 2017. Et en 2019, j'ai fondé Excelsior, que je viens de revendre à Alan Holman Associates, donc il y a maintenant 3 mois. Parfait. Donc ici, peut-être enfin, on va commencer dans le vif du sujet. Toi, ton entreprise, elle a la particularité un petit peu de s'attaquer un petit peu au métaverse, etc. Pour ceux qui, avant d'aborder peut-être les sujets qui vont venir par après, peut-être nous définir, parce qu'on entend beaucoup parler de NFT, beaucoup de Web3, beaucoup de métaverse. Finalement, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui se perdent un peu entre tous ces termes-là. Alors déjà, Excelsior, c'est pas que sur le métaverse. Le métaverse, c'est 5% d'Excelsior. C'est vrai que c'est la partie la plus visible de l'iceberg. Mais on est une entreprise de services du numérique. Mon job, c'est d'accompagner les grands groupes dans leur transformation digitale et dans leur transformation maintenant Web3. Ça passe par plusieurs activités. On est déjà un dénicheur de talents du numérique. Toutes les boîtes qui vont bien ont besoin de talents du numérique pour opérer leur transfo digital ou leurs projets digitaux. Et donc, nous, on fournit ces talents, des développeurs, des PO, des UX, etc. Et même du top management. Deuxième activité, on fait des événements. Donc, Excelsior, c'est une cinquantaine d'événements par an, des hackathons, conférences et voilà, des trucs assez importants parfois. Dernière activité, on fait du conseil en stratégie digitale. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on a un volet Web3. On a aussi un volet AI. Et dans le volet Web3, on est concepteur d'une quarantaine d'expériences déjà réalisées dans le métaverse pour des gens comme AXA, Crédit Agricole, Unibet ou autres. Et on forme aussi des grands groupes. On a formé des gens comme Matmut, L'Oréal, Bell par exemple, voilà, tout ce qui était Web3. Après, est-ce que tu veux que je définisse un peu le Web3? Mais il y en aura à mon avis pour plus d'une heure. Mais si tu veux, je peux dire 2 mots sur le Web3, c'est à toi de me dire. Non, de manière assez courte, simple et Alors, concise. de manière assez courte, le Web3, c'est la dernière génération du web. C'est un web qui est affranchi des GAFAM en quelque sorte. C'est un web dans lequel l'internaute reprend le contrôle de son identité numérique. Tu veux que je développe ou c'est pas la peine? Ou ça Euh, suffit? non, ça suffit peut-être euh, Ok. juste peut-être précision peut-être par rapport au Web 1 ou Web 2. Ouais, très bien. Alors, le web 1, c'est Wikipédia, c'est les blogs, c'est un web assez statique qui passe devant toi. Le web 2, c'est la partie réseaux sociaux, d'une part, et la partie plateformisation, d'autre part. Et le web 3, c'est la partie finalement DeFi, finance décentralisée, DAO, Decentralized Autonomous Organization, NFT et Metaverse. Mais ça comprend aussi la partie AI et Generative AI finalement, parce que le Web3, c'est pas que la partie NFT, crypto, etc. Il y a toute la partie aussi AI qui rentre dans cette nouvelle génération du web. Et donc ici, voilà, vu qu'on est dans une émission qui est quand même dédiée sur la partie sales, la question que je me posais, ou la première question ici que je vais te poser par rapport à ça, est-ce que aujourd'hui le Web 3 ou la métaverse peut aider ou d'une manière ou d'une autre, est-ce que les équipes commerciales peuvent utiliser le métaverse dans leur expérience client? Alors, Donc, expérience que ça le client, demande. oui. Le meilleur usage, ça reste quand même dans les RH, puisqu'on fait beaucoup d'entretiens de recrutement, nous, dans les métavers, on fait beaucoup d'onboarding, on fait beaucoup d'expériences un peu ludo-éducatives. Euh, on fait des escape games, on fait des serious games, on fait pas mal de choses intéressantes, mais au niveau RH, c'est le use case pour moi qui est le plus abouti. Tout le reste, c'est encore un peu expérimental. Et, est-ce que tu aurais en termes d'expérience peut-être une expérience, peut-être une entreprise que vous avez accompagnée sur la partie commerciale ou le Web 3
à jouer un rôle, soit dans le processus de vente, soit dans le cycle de vente d'une entreprise. Dans le processus commercial, bah, si on prend l'expérience AXA, par exemple, qu'on a créée, c'est axadia.fr, la pyramide de la sérénité. On présente ce qui est AXA à l'intérieur, l'historique, et on présente les produits d'AXA. Donc en cela, c'est du commercial, puisque finalement, ça permet de connaître un petit peu ce que fait AXA. Donc il peut y avoir une action commerciale. Avec le challenge de dire qu'on s'adresse au monde entier. Donc on essaie vraiment de faire quelque chose d'assez générique pour s'adresser au monde entier. Et donc ici aujourd'hui, on parle beaucoup de métaverse, de Web3, d'NFT, etc. Mais en tant qu'entreprise et surtout en tant qu'entreprise peut-être qui est acteur dans le B2B, peut-être pas dans le B2C, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui d'investir dans le Web3 ou dans la métaverse, ou c'est un peu trop tôt, ou, ou c'est quelque chose voilà, qui peut être intéressant? Oui, complètement. Il faut savoir que dans le C de B2C, c'est aussi parfois des B, donc des gens business. Donc oui, ça vaut le coup d'y être, ça vaut le coup d'exister, ça vaut le coup de se familiariser. Le métaverse, beaucoup de gens se posent des questions par rapport à ça, mais la réalité, c'est que on dit souvent la hype est morte, mais la tech est vivante. Et il y a aujourd'hui 80% de la Gen Z qui passe son temps dans les mondes virtuels, dans les mondes immersifs. Et en cela, ça vaut le coup de s'y intéresser, d'avoir une présence, de tester. Est-ce que finalement c'est sandbox? Est-ce que c'est spatial? Est-ce que c'est méta qui aura le dernier mot? Nul ne peut le dire. En revanche, bah, le métavers, c'est quelque chose qui a un avenir assez incroyable. Quand on voit quand même que Apple, après avoir lancé l'Apple Watch plutôt, Ouais. avoir lancé l'iPad, l'iPod, l'iPhone, à chaque fois c'était une révolution. Le produit qu'ils ont lancé la semaine dernière, c'est quand même le casque Vision, qui est un métaverse en fait, qui est un casque de réalité immersive avec un ordinateur intégré pour aller dans les mondes virtuels. Donc si Apple, première capitalisation ou deuxième capitalisation boursière, mise là-dessus, c'est qu'il y a encore pas mal de choses à faire à ce niveau-là, quoi. Et, et finalement, en fait, ici, quels sont euh, les avantages de manière concrète de s'intéresser peut-être à cette technologie, mais quand il y a une entreprise B2B, est-ce qu'il y a vraiment des réels avantages ou peut-être la question, peut-être la tourner autrement, est-ce qu'il y a des axes sur lesquels on pourrait s'intéresser au Web3 et qui pourrait aider concrètement l'entreprise? Parce qu'on a quand même l'impression que ça reste un luxe aujourd'hui. On comprend pas peut-être dans une certaine mesure, peut-être pour les artistes, etc. On peut à la limite comprendre ou pour tout ce qui est communauté, etc. On peut comprendre l'utilité, mais maintenant en termes business, quels sont les avantages vraiment concrets que le Web3 et la métaverse peut apporter? Alors, si je prends le cas de Septéo, qui est une lucarne française pour qui on a créé des espaces métavers, eux, ils s'adressent à une communauté, leurs clients, ce sont des notaires. Donc, c'est tous les notaires de France, quasiment 100%, sont clients du logiciel. Et eux se servent du métavers pour fédérer leur communauté de clients, justement. Et là, si vous tapez Septéo métavers, il y a eu pas mal d'articles, c'était un très beau use case, qui montre que c'est extrêmement utile parce que le métavers, c'est moins bien que la réalité, mais c'est mieux que Teams ou que Meet. Donc, en cela, ça présente un intérêt d'être présent là-dessus en B2B, pour reprendre ce que tu disais. Et donc ici, ah, donc vu que tu me parles de Teams et de Meet, donc est-ce que c'est possible d'envisager donc peut-être des meetings ou les premiers rendez-vous qui peuvent être faits avec des prospects, etc. Avec Ah oui, non? bien sûr. Nous, on fait des dizaines de recrutements chaque semaine chez Excelsior et on propose dans les premiers rendez-vous, on leur dit voilà, c'est soit dans les bureaux et malheureusement plus personne ne veut venir. Pourtant, on a des bureaux pas trop moches. Soit sur Google Meet, on est très Google, soit dans le métavers. Et 100% du temps, les gens veulent aller dans le métavers, même s'ils ne connaissent pas le métavers. Mais parce que voilà, ça envoie un signal fort d'une entreprise voilà, qui est un peu dans l'air du temps et ça invite à l'aventure. Donc en cela, bah voilà, les gens ont envie de tester et c'est pas mal, quoi. Euh, et j'avais une question aussi en termes de coût. En termes de coût, ça représente quoi d'être présent Dans le euh, métavers, dans ça, le ça métavers? dépend, mais Ouais. des expériences commencent à, je sais pas, 20-25 000 euros, un truc comme ça, pour aller jusqu'à, il n'y a pas de limite en fait. Et après, c'est du jour homme. C'est comme si tu me disais combien ça coûte d'avoir un site internet. Bah, un site internet, c'est 2 000,
à, ça peut aller jusqu'à des millions d'euros selon le site internet. C'est pareil pour le métavers dans le sens où, ben, il y en a des builders en interne chez Excelsior, des gens qui construisent un petit peu brique par brique virtuellement, ben, une réplique des bureaux de telle ou telle entreprise. Et est-ce que ça demande du côté utilisateur, donc d'utiliser certaines technologies, ou tout se passe parce que voilà, j'imagine que pour accéder au métavers, il faut certaines enfin, des cases peut-être je sais pas ce que ça s'appelle des cases VR ou pas, mais est-ce qu'il y a une technologie qui doit être utilisée du côté utilisateur pour accéder à ce monde-là? Alors, hem ça dépend des métavers. Il y a des métavers qui requièrent un casque, d'autres pour qui c'est facultatif. Si on prend sur Spatial, tu peux être avec ou sans casque depuis ton mobile, depuis ton ordinateur, avec ou sans webcam. Et c'est pour ça que j'aime bien Spatial, c'est parce que ça offre énormément de possibilités. C'est pas le cas de tous les métavers. Le casque est souvent facultatif. Le casque c'est souvent la dernière option. Mais voilà, si tu prends sur Spatial, tu peux mettre un casque ou non, c'est selon ton envie du jour. L'expérience est mieux avec un casque, on va dire. Elle est meilleure avec un casque. Euh, et peut-être ici pour la première partie, peut-être une dernière question. Ouais. Est-ce que tu as peut-être une anecdote à nous raconter euh, par rapport à un cas pratique, peut-être quelque chose peut-être pas d'extraordinaire, mais vraiment une anecdote qui t'est arrivée donc en accompagnant peut-être une entreprise Bon, qui ça montre nous arrive comment tous les le jours, c'est quand on voit les gens arriver en entretien sur Spatial, dans notre room spatial, ils viennent avec des ailes dans le dos, ils viennent en tant que dragon, en tant que robot, et c'est marrant de faire passer un entretien à un dragon, quoi. Donc c'est Ouais. assez cocasse comme situation. Et c'est bien, quand on recrute des gens, ça, dans le métaverse, on gomme le sujet de la discrimination. Puisque tu sais pas à qui tu t'adresses en cela, c'est assez vertueux, surtout dans le monde des RH. Ah, ça c'est pas mal ça. C'est vrai que c'est pas mal. Donc ici, pour donc si j'ai fini un peu les questions, oh, peut-être une toute dernière. Aujourd'hui, par rapport au Web3, etc., est-ce qu'il y a des limites au Oui, métaverse aujourd'hui par la rapport vraie à... limite, où je sais plus combien de millions de personnes en quelques jours, là finalement, ça prendra un peu plus de temps. C'est la limite un peu du truc, mais on n'est pas inquiet. C'est comme l'informatique quantique, on sait que ça prendra 10 ans à arriver, et tout le monde est très cool par rapport à ça, et c'est juste voilà qu'on a une date de rendez-vous qui est dans 10 ans pour l'informatique quantique. Et qu'est-ce qui explique finalement que ça prend autant de temps enfin, que ça prenne, contrairement peut-être à l'IA? Ben, c'est extrêmement compliqué de mettre en place un monde pour des milliards de personnes. Sur un jeu vidéo pour 500 personnes, ça se tient. Et quand tu vois Sandbox, leur ambition, c'est d'avoir 7 milliards ou 8 milliards de terriens dessus. Donc en cela, c'est très compliqué en termes de bande passante. C'est pour ça qu'ils font des versions alpha finalement pour tester bah, la bande passante pour voir si ça ralentit pas trop le jeu. D'où aussi la technologie des voxels, c'est ces pixels en volume, où finalement, beaucoup de gens disent: «Bon, c'est un peu faible, c'est quoi ce truc à la Minecraft?» Mais c'est juste que demain, si tu aspires à avoir, 3 000 000 de joueurs, tu pourras pas le faire avec quelque chose d'ultra développé d'un point de vue design. Donc voilà. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie ici de l'émission. Je vais te poser des questions assez C'est courtes. La parti. première, voilà, la première question classique que je pose, quel a été pour toi donc le meilleur conseil que tu aies donné en vente? En vente, le Ouais, meilleur en vente, ouais. conseil, c'est très simple. La vente, c'est un transfert d'enthousiasme. C'est-à-dire que le but, c'est que j'ai quelque chose chez moi et je dois le faire passer chez toi. Et si à la fin de la discussion, le truc que j'ai n'est pas arrivé chez toi, c'est-à-dire que j'ai échoué dans ma mission. C'est ça la vente, c'est juste ça. Donc le transfert d'enthousiasme, c'est le meilleur conseil que je puisse donner à n'importe qui veut se lancer dans le commercial. Si Euh, t'es pas capable de... juste, attends, juste ouais. si je peux compléter, il y a mon mentor qui s'appelle Brian Tracy nous enseigne que euh, quand il parle, lui, il parle d'amour, il dit, tu peux pas aimer quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même parce que tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Et c'est le corollaire, c'est-à-dire que c'est pareil pour la vente. Tu peux pas donner de l'enthousiasme si au fond de toi, t'es pas déjà enthousiaste. Donc tu peux pas vendre quelque chose auquel tu crois pas. Si tu ne crois pas un minimum, si t'es pas excité par ce que tu vends, t'arriveras pas à convaincre la partie d'en face. Et ça se voit à des kilomètres quand des gens essaient de te vendre quelque chose parce qu'ils sont pas obligés, parce qu'ils sont obligés et qu'ils n'ont pas le choix. Donc la vente, c'est un transfert d'enthousiasme. Et voilà, ceux qui veulent s'intéresser à ça, s'ils veulent retenir que ça, c'est déjà super important. Et, et le pire conseil? Et le pire conseil, c'est que de croire que les gens achètent ton produit ou ton service. Parce que le meilleur conseil,
l'autre meilleur conseil, c'est de dire que les gens achètent toi, ils t'achètent toi. Après, ils contrôlent, après, ils vérifient, mais ils t'achètent surtout en B2B, plus qu'en B2C d'ailleurs. Mais moi, là, c'est une émission qui est très B2B. Ouais, Les gens, ils t'achètent toi. Et après, ils vérifient. Tu vois, moi, je suis dans un environnement ultra concurrentiel. On est 20 000 sur ce marché. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, les gens me font confiance, mes clients me font confiance, donc ils m'achètent moi. Donc, j'ai pas intérêt à les décevoir. Et ouais. donc c'est pour ça que c'est important. Tu sais, il y a un proverbe tunisien qui dit d'abord tu travailles pour ton nom et ensuite ton nom travaille pour toi. Et ça, c'est la philosophie chez Excelsior, c'est affiché à peu près partout et c'est ce qui nous drive au quotidien. C'est-à-dire qu'on fait très attention à notre nom parce que c'est ce que les gens achètent à la fin de la journée. Et l'outil indispensable pour un sales, selon toi? L'outil indispensable pour un sales, je dirais l'ouverture d'esprit. C'est pas du tout un outil, mais quelqu'un qui lit pas ce qui se passe au quotidien, qui lit pas de bouquins, qui se forme pas, qui ne sort pas, qui n'est pas curieux, qui n'est network pas, pour moi, il a aucune chance. Parce que un sales, par définition, c'est quelqu'un qui aime les hommes, au sens philosophique du terme, qui aime aller vers les autres, qui aime vraiment s'ouvrir, etc. Et si la personne n'a pas une certaine ouverture d'esprit, elle sera pas performante à mon sens. Elle n'arrivera pas à créer, en fait. Le but de la vente aussi, c'est de créer un terrain commun avec son interlocuteur. Sauf que si on n'a rien en commun, bah, c'est compliqué de créer quelque chose. Alors que si, voilà, on partage une passion pour quelque chose, ou que je suis au courant des choses qui t'intéressent, bah, finalement, on arrive à créer un discours, un dialogue commun, et ça, c'est très important pour ensuite commercer, quoi. Et ta plus grosse erreur Ma plus grosse erreur en tant que sales ou en en tant tant que sales, oui. qu'entrepreneur? Oh, en tant que sales et ou en tant qu'entrepreneur, les Alors, deux. c'est pas de la fausse modestie, mais c'est d'avoir jugé trop tôt les gens. Il m'est arrivé depuis le début de cette aventure d'Excelsior de sortir de rendez-vous furieux, de dire que les rendez-vous s'étaient très très mal passés, traités dans ma tête ou à mes collaborateurs de tous les noms, les personnes que j'avais eues en face de moi. Et en fin de compte, je les avais jugés beaucoup trop tôt. Et il s'avère qu'on a fait des projets fantastiques avec ces gens-là. Donc, ouais, j'ai sans doute péché en préjugeant mes interlocuteurs. Et ce que tu détestes, à contrario, le plus en tant que sales. Ce que je déteste, moi en tant que sales, c'est que mes interlocuteurs ne fassent pas le minimum syndical, qui est d'écouter, qui est de recevoir la personne. En fait, il y a plein de gens en fait qui dénigrent le métier de commercial. Ouais. Pourtant, c'est le métier le plus important dans une entreprise parce que tant qu'il y a pas de vente, l'entreprise n'existe pas. Tu peux vivre sur l'argent des levées de fonds, mais en gros, tant qu'il n'y a pas de vente, l'entreprise, elle est sous perfusion, elle n'existe pas. Donc c'est un métier qui est super important et qui est vachement dénigré. Et malheureusement, et ça j'ai pu le vivre et je le vis encore au quotidien. Et souvent, c'est un métier qui est sous-coté, on va dire ça comme ça. Et ouais, c'est un truc qui me sort un peu par les yeux quand les gens dénigrent un peu les fonctions commerciales, qui sont les fonctions les plus indispensables de n'importe quelle entreprise qui se respecte. Est-ce que tu as un livre, peut-être un podcast ou une vidéo qui est à recommander en Bah, vente? j'en ai plein, j'en ai plein. Le premier, ce serait The Founder. Bah, tout le monde le connaît, hein, le fondateur, avec Michael Keaton. Très très bon film. Ça, c'est pour les films. Après, pour les livres, vous prenez à peu près n'importe quel bouquin de Brian Tracy. C'est le petit Jésus en culotte de velours, comme dirait l'autre. C'est fantastique. C'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur le monde de l'entrepreneuriat, de la vente et bien au-delà. C'est vraiment un auteur exceptionnel. Et moi, je bois ses paroles. À la base, j'ai commencé par pirater ses audiobooks quand j'étais en Californie à 20 ans. Et après, ensuite, j'ai acheté tous ses livres. J'ai assisté à quasiment toutes ses conférences. C'est pour les gens qui aiment Tony Robbins, c'est un Tony Robbins un peu moins spectaculaire, mais un peu plus orienté sales aussi. Et donc, ouais, tous les bouquins, Eat That Frog, bon, ouais, c'est le plus connu, mais il y en a beaucoup. Et donc ça, c'est pour le film, ça, c'est pour le livre. Et sinon, non, sinon après, il y a plein de gens qui m'inspirent au quotidien, que je fréquente et je me nourris beaucoup des autres. Et dernière question, est-ce que tu as 3 personnes que je dois absolument inviter ici sur l'émission? Que D'un tu point de vue recommandes sales, de point de vue sales, oui. alors j'en ai 2 en tête, je vais essayer de t'en trouver une troisième. La première, c'est Jérôme Cohen de chez Gowan, qui est un des boss de chez Gowan, en gros, Corp Academy.
Voilà, le MOOC pour apprendre des choses en ligne quand on est en entreprise. Le deuxième, c'est Ariel Rosenblum, c'est le fondateur de Dreamcatcher Sales, qui est, Ouais. je pense, la plus belle entreprise sales pour les commerciaux, tout ce qui est commercial et à l'innovation. Et le troisième, et c'est un peu parti pris, c'est Raphaël Boukris, qui n'est nul autre que mon frère, et qui est un des cofondateurs d'une super future licorne qui s'appelle Didomi, qui est une très belle scale-up, et qui est dans la gestion du consentement. Et je pense qu'il y a, voilà, qui est un des meilleurs sales en France, il est passé par Multiposting, par Kappa, et, ouais, et j'apprends beaucoup de lui. Donc voilà. Donc ça, c'est les 3 personnes que tu pourrais recevoir et que je te recommande en tout cas. Merci beaucoup en tout cas Stéphane pour ton temps et pour tes précieux conseils. Peut-être une dernière question Ouais, pour ceux qui veulent te contacter après avoir vu bien l'épisode. sûr, je suis Trouver. toujours open. Il y a mon LinkedIn qui est ouvert. Et sinon, mon mail, c'est stéphaneboukris@gmail.com. Donc, STEPHANEBOUKRIS. Donc, mon prénom et mon nom à gmail.com. À part si on me spam de publicité, normalement, je réponds. Et j'ai tous mes vendredis que j'ai bloqués pour parler à tous ceux qui ont besoin de conseils ou autres. Donc, j'essaie de me libérer du temps pour pay it forward, comme on dit en anglais, pour passer la balle. Parfait, je mettrai ton lien Ouais. LinkedIn en description. Merci Abdella et bravo pour tout ce que tu fais. Et merci beaucoup Stéphane pour ton temps et on se dit à très bientôt. À très vite. Salut à tous. Oui, merci. Ciao. Ciao.